Il s'agit donc de réfléchir d'une certaine manière aux conditions aujourd'hui d'une stratégie, une stratégie de transformation sociale. Je dirais qu'à partir de ma propre expérience, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il y a vraiment besoin, pour réfléchir, d'ancrer cette réflexion sur une analyse renouvelée de la réalité. Et en premier lieu, du capitalisme dominant tel qu'il existe, tel qu'il se développe dans son mouvement, évidemment avec les attentes sociales qu'il génère et qui se génèrent dans cette situation. Quand je dis ancrer cette réflexion dans la réalité, je pense à la réalité, c'est-à-dire dans sa nouveauté, dans des éléments nouveaux, dans ce qui nous oblige à penser le nouveau, dans sa complexité aussi. C'est-à-dire tous ces éléments de mobilité qui n'apparaissent pas toujours immédiatement, mais qu'il y a besoin d'aller chercher, je dirais. Et dans ces contradictions. Et dans ces contradictions, pour nous, c'est une question absolument essentielle, me semble-t-il. Si nous pensons que l'ancrage de la transformation se fera justement dans la réalité telle qu'elle est, à partir des contradictions que génère cette situation. Je dirais, notre culture historique, notre culture dans ce sens-là, des fois elle nous pèse, mais parfois elle nous aide. Elle nous rappelle en permanence, ou elle doit nous aider à nous souvenir en permanence, ou à penser en permanence qu'il n'y aura pas de changement révolutionnaire qui ne soit ancré dans les réalités du monde existant. On touche là à une question stratégique, sans doute controversée, mais qui est vraiment actuelle autour de la question du dépassement. Quelque sorte, un retour aux fondamentaux, sans vouloir faire dire aux textes toujours aux citations plus que ce qu'elles ne veulent dire, mais quand même, quand Marx écrivait à propos de la Commune, la classe ouvrière n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. On prendra le recul historique, mais en tous les cas, l'idée que c'est à partir du réel et donc d'une connaissance du réel qu'on peut réfléchir sur des stratégies, non pas pour plus tard, mais pour maintenant, je crois que ça, en tous les cas, c'est une interpellation, je veux dire, c'est une question qui est posée à partir, je trouve, à partir de ma propre expérience, et je crois à partir de l'expérience de beaucoup de gens. C'est ainsi que, par exemple, la tentation de la réponse globale, que nous, marxistes, nous aimons bien, si elle a le mérite de donner cohérence à une vision d'une société et d'un monde différent, porte en permanence le risque majeur d'être dépassée, voire contredite par le mouvement réel, si elle n'est pas aussi en permanence confrontée à l'expérience concrète. Et c'est ainsi que, par exemple, le mot mondialisation lui-même nous aide à penser le monde, mais en même temps, s'il n'est pas lui-même articulé avec le mouvement réel, à ce moment-là, il empêche de comprendre. J'étais l'autre jour en Inde, et je pense que notre ami Pandey évoquera la situation de l'Inde, ou bien en Chine. Quand nous parlons de la mondialisation, nous parlons à la fois des mêmes choses, mais nous ne parlons pas des mêmes réalités telles qu'elles sont vécues par les populations, même si nous savons que c'est politique libérale, privatisation, etc., ou loi du marché. Il y a des réalités qui doivent chaque fois être intégrées quand on parle y compris quand on réfléchit sur le moyen de changer les choses. Si j'insiste sur ce point, c'est aussi, je crois, parce que il reste un effort à faire dans l'analyse du monde et des rapports de force, pour tirer toutes les conséquences de l'effondrement de la fin de l'affrontement historique qui a marqué le siècle précédent. Dans le fond, l'affrontement frontal, j'allais dire binaire, mais ça pourrait être vu de manière un peu polémique, mais l'affrontement frontal, en tous les cas, entre capitalisme et socialisme, avec d'immenses guillemets, a structuré durablement, mais en le figeant aussi, une certaine perception du monde. Mais pour tout le monde. Et cette grille de lecture dont, je crois, nous mesurons, à la lumière du réel, combien elle fut simplificatrice et mutilante, même si elle était fondée sur du réel, et même si elle a porté pendant toute une période un espoir, l'espoir du changement, marque encore d'une certaine manière nos esprits, et c'est normal.
De même pèse encore, à gauche notamment, pas seulement, mais une certaine culture économiciste, ou bien la séduction d'une approche strictement géostratégique des rapports de force. Je dis cela non pas parce que le capitalisme ou l'impérialisme, la guerre, seraient des réalités dépassées, évidemment, ni les rivalités interimpérialistes ou leurs fondements économiques, pétrole, etc., ni les luttes d'influence globale et régionale dans une mondialisation dominée par le capitaliste et quittant la pluralité, ni parce que je penserais que la question de l'intervention des peuples soit aussi dépassée, absolument le contraire. Mais justement, la question qui nous est posée n'est-elle pas la nécessité impérative de réévaluer la dimension politique des rapports de force dans l'idée que ce sont les peuples qui font l'histoire hors de toute vision téléologique. Non pas des peuples abstraits, mais des peuples réels, des sociétés traversées par des mouvements et par des affrontements sociaux, mais aussi des affrontements politiques. Mon idée, ce serait de l'effort de dépassement d'une conception statique, alimentant souvent le sentiment d'impuissance au profit d'une conception, je dirais, plus mobile, ouverte sur le monde réel dans son mouvement et posant l'intervention populaire politique permanente comme un facteur essentiel de modification des rapports de force. C'est-à-dire, en fin de compte, posant la démocratie comme le facteur décisif du dépassement de l'ordre actuel. Et cela non pas comme un projet abstrait, mais à partir des questions posées elles-mêmes par le mouvement réel, par le mouvement aujourd'hui. La résistance à la domination impérialiste, et nous, notre grande culture anti-impérialiste, comment elle se redéploie aujourd'hui? La résistance à la domination impérialiste prend elle-même des dimensions inédites. Elle se structure dans les formes, dans les objectifs, dans ses dimensions internationales de façon inédite. Et bien, l'exemple évidemment le plus marquant, même si le mot anti-impérialiste paraîtra peut-être pas adapté, mais il me semble qu'il y a quelque chose quand même là-dedans, ça correspond à quelque chose. L'exemple le plus marquant de la période, c'est dans le mouvement altermondialiste. Mais que dans une période floue, le mouvement intermondialiste apparaît dans un besoin de résistance et de transformation, dans un mouvement de période floue, de recherche de repères et d'action à la mesure de l'expansion mondialisée des politiques libérales dans les années 80-90. Bon, le sujet mérite en lui-même de longs développements et je suis sûr que d'autres interventions y reviendront. Moi, pour ma part, je souhaiterais m'en tenir à quelques éléments de la période qui me semblent alimenter la réflexion sur cette mobilité et le caractère ouvert ou les dynamiques possibles de la situation. Et en prenant les exemples, je dirais, les plus visibles et les plus marquants, après, on pourrait beaucoup développer, mais par exemple, comment aujourd'hui, dans la situation présente, et non pas dans une vision bipolaire, comment apprécier de façon critique et ouverte, ni dogmatique, ni donneuse de leçons, je disais critique, la politique de réforme entreprise en Chine, les choix de ses dirigeants, ce qu'ils appellent l'économie socialiste de marché, ses conséquences internationales évidentes, mais aussi intérieures, sociales et politiques. Ces conséquences de l'ouverture au monde et de ce monde justement dominé par le capitalisme. Comment faire? Finalement, la question qui n'est pas celle des marges de manœuvre, on y reviendra peut-être dans le débat, mais celle des choix, se pose chaque fois dans des environnements. Donc après, c'est bien à partir de l'analyse de la réalité que nous pouvons voir, nous pouvons porter jugement, réfléchir et nous-mêmes essayer de trouver des solutions. Par exemple, comment apprécier l'expérience de façon dynamique, l'expérience engagée au Brésil avec la présidence de Lula, ce qu'elle porte d'espoir, mais aussi d'interrogation, évidemment, et de ses contradictions. Comment l'apprécier dans son complexité, avec le facteur temps, les conditions politiques, les choix assumés ou les compromis. Quel nouveau rapport de force cette politique impulse-t-elle en Amérique du Sud? Mais à quelles conditions extérieures? Parce que celles-là, nous les voyons bien. Mais avant tout intérieures, me semble-t-il. Sociale et politique, cette expérience peut-elle réussir, c'est-à-dire contribuer à améliorer durablement les conditions de vie du peuple brésilien, avec toutes les conséquences? Quelle portée, comment interpréter la vague de gauche qui se répand en Amérique latine dans toutes les récentes élections? Et vous voyez bien que, finalement, en disant cela, je dis une banalité, mais pourtant je viens de parler d'élections. Et je parle d'élections, donc je parle d'un fait éminemment politique. Avec quelle grille de lecture mesurer la portée immédiate, mais beaucoup plus largement, l'impact des réformes entreprises par Chavez au Venezuela?
conforté lui aussi par un appui populaire massif, traduit notamment dans le succès du référendum de l'été dernier et les élections municipales de l'automne. Regardons l'Inde, on pourrait encore longuement développer, j'espère que notre ami Pandey en parlera, mais dans ce grand pays dont tout le monde parle, sont impliqués dans une majorité, dans une coalition parlementaire, des partis communistes. Grande complexité du réel avec la question des alliances, des rapports de force avec une gauche qui est minoritaire, avec un gouvernement qui mène une politique de tendance libérale, et en même temps, comment faire, mais en même temps, coalition indispensable pour empêcher le retour de la droite communaliste chassée du pouvoir à un an et en embuscade. Je parle de l'Inde, évidemment. Et sans vouloir développer, mais même ce qui s'est passé en Palestine, finalement. Je disais tout à l'heure, réinvestir du politique dans notre idée même de peuple. Dans le contexte du Proche-Orient, comment apprécier le tournant provoqué, moins me semble-t-il, par la disparition de Yasser Arafat, que par la maturité exprimée par les Palestiniens sur un terrain aussi éminemment politique que les élections. Non pas pour réduire la situation aux élections, non pas pour dire que ça y est, la solution serait politique en soi, elle sera portée de main, pas du tout. Mais pour apprécier le fait que la dimension politique, y compris intérieure, impliquant les peuples, est une donnée du problème, donc de la solution. Sans minimiser, évidemment, en l'occurrence, le caractère décisif de l'intervention internationale, de l'environnement international, de ce que feront les Américains, les Européens, etc. On voit, et évidemment, quand on voit les choses, on voit ce qui s'est passé avec l'OMC, on en a parlé tout à l'heure, on voit ce qui se passe mais je pense on reviendra sur ce qui s'est passé à Cancun, pas seulement en termes, je dirais, géostratégiques globaux, mais à travers les décisions d'un certain nombre d'États, etc., y compris en liaison avec ce qui bougeait dans l'opinion et sur les batailles politiques qui se menaient dans les différents pays, y compris le fait qu'il y ait eu un changement de gouvernement au Brésil a joué, etc. Et puis il y a l'Europe. L'Europe, je crois qu'elle est au premier rang parce que nous y vivons, bien entendu, mais elle est quand même aussi au cœur au croisement d'enjeux absolument considérables. D'abord, elle est le continent où a eu lieu l'effondrement du socialisme réel. Et où se conjugue la crise du modèle étatique, du modèle soviétique, mais aussi de l'État social keynésien et du modèle social-démocrate et de l'État social. Dans le fond, le débat sur la Constitution, il faut bien prononcer le mot quand même, n'est pas que français. N'est pas que français. Il cristallise dans les conditions politiques françaises toute une série de frustrations, de déceptions, à droite et à gauche d'ailleurs, je pense. Mais qui sont posées dans la plupart des pays, la question du contenu libéral des politiques européennes et le rôle, ce qu'on appelle le rôle de l'Europe dans le monde, dont on parle beaucoup, mais qui dans le fond se traduit par sa capacité à la fois à protéger les Européens des effets des politiques libérales et en même temps de marquer une distanciation de plus en plus affirmée envers la politique américaine. De ce point de vue, il y a une vraie crise des relations atlantiques et je suis mon fil qui est celui des éléments de mobilité de la situation et des éléments de nouveauté. La crise des relations atlantiques provoquée par la guerre d'Irak, me semble-t-il, marque un tournant, si ce n'est des ruptures, non pas une rupture, mais des ruptures. Évidemment, le suivi de la crise pendant toute sa durée jusqu'à ses conséquences présentes mériterait de très très longs développements. Mais je m'en tiendrai juste à l'idée qu'il ne s'agit pas d'une crise conjoncturelle, mais structurelle et durable, dont témoigne évidemment la position de la France et de l'Allemagne dans cette période, mais essentiellement, je voudrais y insister ici, dont témoigne clairement la distance persistante prise par l'Allemagne envers le grand frère traditionnel. Que les intentions des milieux dirigeants de Berlin n'aient pas été toutes pures et nobles, etc., peu importe, je dirais, là n'est vraiment pas l'essentiel. Mais justement, c'est là que ça nous amène à réfléchir sur si cette posture n'est pas indissociable de l'appréciation de la situation par la majorité du peuple allemand lui-même dans cette période. À la fois sur la question de la guerre et sur le rapport aux États-Unis. Et en relation avec ce moment, comment ne pas réfléchir à ce que furent et restent les difficultés de George Bush, difficultés politiques plus que militaires, dans le fond.
par l'interaction entre un mouvement contre la guerre, dont Dominique a parlé tout à l'heure, d'une ampleur réellement inédite dans sa dimension planétaire, supérieure, je vais faire référence à l'histoire, à ce que fut finalement l'appel de Stockholm. Je ferme la parenthèse. Je prends exprès, c'est pour montrer les situations nouvelles. Disons, l'interaction entre ce mouvement et les conditions politiques favorables créées par le positionnement de la France avec la Russie, isolant tant dans l'opinion que dans la communauté des États jusqu'au Conseil de sécurité, une administration présentée comme toute puissante et imbattable. Je ne parle pas du fait que Bush ait fait la guerre ou pas après, mais sur le fait que politiquement, il a été mis en échec. Et on voit bien que la conjonction qu'il y a eu entre la réunion du Conseil de sécurité et les mobilisations les 14 et 15 février, évidemment, il y avait là une conjonction totale, mais qui n'était pas écrite d'avance. Et qui, en tous les cas, à la fois, il y a eu une interaction entre le fait que, puisqu'on allait jusqu'au plus haut niveau, au niveau politique, on portait un certain nombre d'exigences, ça a alimenté le mouvement et les exigences politiques ont été poussées, je dirais, voire ont été poussées par cette mobilisation. Et de ce point de vue, on parlait tout à l'heure des Nations Unies. Je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là aux Nations Unies doit aider aussi à ne pas parler des Nations Unies trop d'une manière globale, en la dissociant justement et du fait que ce sont des gouvernements et du fait que ce sont des questions politiques qui s'y traitent. L'ONU est une institution, mais dans des cas de choix politiques, elle est un lieu d'affrontement. Et donc, il y a des relations à ce que est la position de tel ou tel gouvernement. Alors, le deuxième point sur l'Europe, c'est quand même qu'elle est au carrefour de la contradiction, justement, entre ce besoin de protection dans la mondialisation, dans ce rapport à la mondialisation, le besoin de ne pas être tout seul, tous les discours sur Chine, Inde, etc., et hégémonie américaine, et en même temps le fait que les politiques intérieures sont des politiques libérales. Donc dans ce cadre-là, finalement, on est bien à une période charnière aussi pour l'Europe et pour le projet européen, qui se traduit, à mon avis, dans la perception que les opinions peuvent en avoir. Et l'idée d'une autre Europe possible, si on ne veut pas qu'elle s'épuise, mais elle a besoin de se nourrir maintenant de perspectives, justement, qui permettent de poser les alternatives ou les autres politiques ou les réformes nécessaires en face, avec la crise de l'État social, et aussi, je crois, avec la crise de la démocratie de représentation. Si un continent, justement, je ne veux pas généraliser, mais s'il y a bien un continent ou des lieux ou des pays où la question de la crise de la démocratie est posée, on a parlé de la crise de la démocratie de représentation a été posée, on a parlé tout à l'heure de l'énorme abstention aux européennes, c'est bien ici, mais en même temps, on se trouve posée, justement, cette articulation entre le besoin de représentation, le besoin de politique, et le besoin de changement, et donc ces conditions-là. Je pense que cette question de la démocratie est aussi importante, je dirais, elle est pas aussi importante, elle est indissociable du débat qu'il y a sur la construction, sur les nouvelles constructions à mettre en œuvre à gauche en Europe dans la période qui vient. Je crois que, pour conclure, je dirais que, dans le fond, il ne s'agit pas de faire dire aux événements plus qu'ils ne peuvent, dans le moment présent, mais qu'ils nous aident à réfléchir sur les conditions du changement aujourd'hui. Je crois d'abord qu'il faudrait, il nous faut, je crois, travailler aussi à mieux connaître les expériences qui se passent engagées par les autres forces de gauche dans le monde. Par exemple, comment affronter la libéralisation des échanges dans la mondialisation, la question du marché, les investissements étrangers, etc., etc. Toutes ces séries de questions. Comment aujourd'hui sont-elles traitées par des forces de gauche quand elles sont confrontées à ces questions-là? Et puis, je crois qu'on a parlé, ça a été un des fils rouges, c'est le fil rouge de la discussion ici, c'est ce rapport entre mobilisation populaire et politique. Dans le fond, si on prenait le cas de l'Amérique centrale, on voit bien, d'Amérique du Sud, pardon, notamment le Brésil, mais d'autres pays, on voit bien que les changements politiques de ces derniers temps sont incontestablement le résultat ou la maturation de mouvements en profondeur des sociétés, avec l'intervention de forces politiques. Sans le mouvement populaire, la gauche n'aurait pas accédé au pouvoir, mais dans le même temps, on mesure que le succès de ces expériences dans la durée dépendra de la poursuite de cette mobilisation populaire, non pas en appui, mais dans l'appropriation des enjeux, de ses propres exigences et des enjeux politiques dans la durée. Un dernier mot, je crois que je disais, il y a besoin d'échanger.
il y a plus de possibilités aujourd'hui de réfléchir sur les difficultés auxquelles on est confronté et les recherches de solutions qu'il y en avait sans doute il y a quelques années. Je crois que la situation est difficile pour les forces de progrès, le rapport de force est difficile, mais je crois qu'il y a une sorte de reprise de confiance en soi, lucide mais réelle. Nous entrons peut-être dans une période d'opportunité, à partir justement des contradictions et des crises générées par l'état actuel des choses, par la domination capitaliste, par la conscience des menaces que fait peser la prétention hégémonique américaine, et parce que, me semble-t-il, la question politique frappe à la porte, ne serait-ce que parce que la nécessité de battre les forces politiques de droite au pouvoir ou de les empêcher de revenir s'accompagne de questions, sans doute encore en gestation, mais posées, la question des moyens politiques et des stratégies à mettre en œuvre pour qu'on puisse mettre en œuvre les politiques en rupture avec les logiques libérales. Juste un tout dernier mot, pour le plaisir, je dirais. En ce sens, ne faut-il pas considérer que le communisme comme une stratégie politique qui articulerait politique et mobilisation populaire pour modifier les rapports de force, action politique pour le dépassement de l'état actuel de l'ordre des choses.